Liaison dangereuse entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Et d'ailleurs, vous commencez avant le Troisième Reich dans votre étude. Je rappelle que vous êtes déjà l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont L'ami américain, Washington contre De Gaulle, qui a dû parler à Gérard Haro, bien entendu, et dernièrement, Les entretiens oubliés d'Hitler. Je vous avais reçu ici même pour ce livre. Et cette fois, donc, ce sont ces liens souvent méconnus ou négligés entre l'aigle et le léopard, entre 1919 et 1939, et même 1940. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que jusqu'en 1940, il y a ces liens. De quelle nature sont ces liens ? Est-ce qu'ils sont idéologiques ? Est-ce qu'ils sont financiers ? Est-ce qu'ils sont culturels ? Est-ce qu'ils viennent de loin, ces liens entre des Anglais et des Allemands ? Ils sont tout ce que vous venez de dire. Ils sont géopolitiques, comme l'a très bien rappelé Gérard Haro. Dès 1919-1920, la Grande-Bretagne suit un chemin particulier, se sépare de ce qui avait été l'entente cordiale, d'avant la guerre de 1914. Ils sont financiers, bien sûr. Il faut se souvenir que l'un des meilleurs amis de Hjalmar Schacht, le ministre des Finances d'Hitler, n'était autre que Montagu Norman, qui était le gouverneur de la Banque de Grande-Bretagne. Ils ont spilé ensemble contre le franc lorsque Poincaré a occupé la Roure pour nous mettre en demeure de la quitter. Ils ont négocié ensemble avec le grand patronat allemand pour voir s'il n'y avait pas une solution qui consisterait à justement amener Hitler au pouvoir, etc. Ils sont idéologiques aussi, parce que je rappelle que l'un des deux grands inspirateurs d'Hitler, qu'Hitler lui-même reconnaît comme étant un des deux évangélistes du nazisme, est un Britannique qui s'appelle Houston Stewart Chamberlain, rien à voir avec l'autre. Ils sont vaguement cousins, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et ce Houston Stewart Chamberlain avait été considéré en Grande-Bretagne, en Allemagne, comme l'un des doctrinaires du pan-germanisme. Et il meurt en 1927 après avoir suivi les premiers pas d'Hitler en politique. Et puis, donc voilà, il y a à partir de 1930-31 un parti fasciste, ouvertement fasciste, anglais. Mais qui n'est pas très puissant, qui n'est pas très populaire. D'abord à cause du système électoral britannique, uninominal à un tour, qui fait qu'il faut faire plus de 50% pour être élu. Mais qui a cette particularité d'avoir un chef qui fait partie de l'establishment, de la haute noblesse britannique et de l'établissement financier. Et donc d'être très influent dans les cercles du pouvoir. Ouais. Oswald Mosley. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que la Grande-Bretagne se sépare de la France en 1900. Mais ce qui reste dans votre idée, c'est pas tellement par idéologie quand même, ou par pro-nazisme, que les Anglais vont vouloir garder des liens, y compris après 1933, mais c'est toujours au nom de cette balance of powers dont vous parlez, c'est-à-dire garder l'équilibre en Europe. Il ne faut pas que la France soit trop forte, donc on aide l'Allemagne. Et ça remonte à Disraeli au 19e siècle. Absolument. Il y a des chroniques dans le Times de l'auteur de La guerre des mondes, qui s'appelait... Wells. Oui, absolument, Wells, pardon. Qui chroniquait très régulièrement la politique étrangère et qui accuse la France, en 1926-27, de vouloir reconstituer l'Empire napoléonien, notamment parce qu'on a démilitarisé la rive gauche du Rhin, et alors évidemment ça fait une frontière française un peu augmentée, et donc il accuse la France de préparer une guerre sous-marine, une guerre aérienne contre l'Angleterre. Il y a un chroniqueur oublié qui s'appelle Blount, qui est un poète, et qui écrit des romans sur la guerre, etc., qui est devenu très pacifiste. C'est un peu le Dorgelès anglais, et il écrit en 1928 « Je ne reprendrai jamais les armes contre personne, sauf peut-être contre les Français ». Ça va très loin. Et ça, c'est avant Hitler. Est-ce qu'il y a quand même des figures pro-allemandes, vraiment pro-allemandes assumées, voire pro-nazies en Angleterre, dans les élites politiques ou culturelles ? Alors, bien sûr, il y en a, et même au gouvernement. Il y a par exemple Lord Londonderry, qui est ministre de l'air de MacDonald, et qui est d'ailleurs le héros du grand film de James Ivory, Les Vestiges du jour, qui a un autre nom. Oui. Mais tout le rest est vrai. À part le nom, tout le reste dans le film est vrai. Oui, il y a un autre nom. Mais Lord Londonderry est allé à Berlin, rencontrer Hitler plusieurs fois. Il est allé avec sa famille chez Göring, chasser dans son domaine de Carinal. Oui, il y a des liens très étroits. Et puis, il y a la personnalité d'Halifax, qui est au départ, qui fait partie des appeaseurs, comme Chamberlain, c'est-à-dire qui veut gagner du temps, et qui est de plus en plus ambigu et de plus en plus fasciné par l'Allemagne. Lui aussi est très bien reçu quand il va en Allemagne. Et puis, il y a les patrons de presse aussi.
Et les patrons de presse... C'est pas négligeable, parce que la presse écrite à l'époque a vraiment une influence sur l'opinion publique. Ouais. D'exemplaires. Et le principal, qu'on appelle le Press Lord, qui est Lord Rothermere, qui est propriétaire du Daily Mail, qui a des parts dans le Daily Mirror, qui a une flopée de titres de province, qui tire à plusieurs millions d'exemplaires tous les jours, et qui, lui, a un portrait d'Adolf Hitler dans son bureau, et qui, d'ailleurs, envoie son propre portrait à Hitler, qu'il a reçu plusieurs fois. L'histoire ne dit pas si Hitler a mis celui du Press Lord dans son bureau, mais enfin, lui, il avait celui d'Hitler dans le sien. C'est assez considérable. Et puis, il y a l'épisode du duc et de la duchesse de Windsor, qui sont quand même assez ambigus. Profondément politique. Ouais. Profondément politique. On sait peu, mais George V, le propre père d'Édouard VIII, avait décidé de le faire surveiller. Alors, le Premier ministre le Premier ministre anglais n'a pas d'ordre à recevoir du roi, mais enfin ça s'est passé de la manière suivante. Le roi lui a dit « Si vous me demandez de faire surveiller mon fils, je vous répondrai oui ». Et donc, le Scotland Yard, la Special Branch de Scotland Yard, a surveillé le duc de Windsor, le prince de Galles, qui est futur duc de Windsor, et futur Édouard VIII, et a découvert certes sa liaison avec Wallis Simpson, mais a découvert que Wallis Simpson avait en même temps une liaison avec un certain von Ribbentrop, qui était à l'époque ambassadeur d'Allemagne à Londres, et futur ministre des Affaires étrangères, qu'elle avait été, avant cela, la maîtresse du comte Ciano, qui était consul d'Italie en Chine et qui allait devenir lui aussi ministre des Affaires étrangères de Mussolini. Elle avait une certaine vista. Et donc, à travers elle, c'est pas seulement sa liste civile qui dépensait beaucoup, c'était des fréquentations tout à fait inavouable, et donc ça a beaucoup inquiété Baldwin, MacDonald d'abord, Baldwin ensuite, et c'est sur la foi de cette surveillance qu'on a décidé de trouver un argument religieux. C'était celui qu'on connaît, le roi ne peut pas se marier avec une femme divorcée 2 fois et dont les 2 maris vivent encore. Mais il fallait passer du point de vue religieux au point de vue constitutionnel. Et là, Baldwin, qui n'était pas un grand manœuvrier en politique étrangère, a été un magnifique manœuvrier vis-à-vis de l'affaire Édouard VIII, car en fait, il a demandé à tous les gouvernements des dominions leur avis sur le jugement de l'Église d'Angleterre. Et ils ont unanimement répondu que ce n'était pas possible et que l'Église d'Angleterre avait raison. Alors, donc, il n'a pas cédé. Ouais. Alors, face à cette politique d'appeasement que vous considérez comme incendiaire, paradoxalement, il y a évidemment Churchill, dès les années 30, dont vous rappelez qu'il a toujours été évidemment anti-nazi, francophile, mais aussi assez favorable à une alliance avec Mussolini contre Hitler jusque tard. Il est nommé de justesse en 1940, mais c'est Halifax qui a failli aussi arriver au pouvoir. Et vous racontez à la fin du livre une anecdote incroyable qui se passe au lac de Caume après la guerre, en 1945, où Churchill vient se promener autour du lac de Caume, chercher des choses qui pourraient être compromettantes, si j'ai bien compris. Oui. Il veut récupérer une partie des valises que Mussolini portait sur lui quand il a été intercepté par le Parti communiste les partisans, et fusillé. Et on sait qu'il y avait dans ces bagages, il y avait une correspondance très importante qu'il avait échangée avec ses prédécesseurs, notamment avec Halifax, avec Chamberlain, etc. On pense même que Mussolini avait été un agent britannique dans les années 20, au tout début des années 20. Avant sa prise du pouvoir. Et il voulait récupérer tout ça. Il n'y avait rien de compromettant s'agissant de Churchill lui-même, car Churchill, sa politique a plaidé pour lui dès 1935. C'est vrai qu'il avait lorgné un peu vers Mussolini dans les années 20, quand il était chancelier de l'Échiquier, il avait prêté de l'argent à l'Italie. Il avait même dit en Italie, en 1927, si j'étais italien, je serais sans doute fasciste. Mais il n'était pas en cause. Ce qu'il voulait, c'était vraiment protéger la réputation de la famille royale et des élites politiques britanniques. Il voulait faire une légende dorée de la Grande-Bretagne, un peu comme De Gaulle. Oui, comme De Gaulle avec la Résistance. Avec la Résistance. On se réconcilie, on se reconstruit sur l'idée. Exactement. Merci beaucoup, Éric Branca. Vous évoquez aussi Dunkerque, le vol de Rudolf Hess qui vient essayer de négocier, ce qui prouve bien que ça continue après 1940 encore, ces liens entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'Aigle et le Léopard aux éditions Perrin. Isabelle Schmitz, l'année 2023 marque le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, auquel Le Figaro hors série, dont vous êtes rédactrice en chef adjointe, a consacré un numéro de 160 pages, très consistant. Vous y avez écrit et décrit 11 journées de sa vie.
Vous allez donc pouvoir nous dire qui était vraiment Blaise Pascal. Alors Jean-Christophe, votre question est courte, ma réponse le sera moins, parce que Pas trop longue quand même. Non, mais comment qualifier cette comète de 39 ans qui passe sur Terre et dont la lumière nous éclaire encore 4 siècles après? Blaise Pascal est-il un scientifique, un écrivain, un mystique, un moraliste, un polémiste, un inventeur? Est-il tout cela? Oui, il est tout cela. Il est d'abord cet enfant à haut potentiel, dirions-nous aujourd'hui, qui à 12 ans, sans aucune instruction mathématique, trouve tout seul la 32e proposition d'Euclide. Et qui du coup fréquente avec son père les plus grands cercles de savants de France et d'Europe, que Descartes viendra voir d'ailleurs pour avoir ses avis. Il est celui qui, à 18 ans, invente la machine arithmétique, l'ancêtre de la calculatrice, pour soulager son père Étienne qui doit calculer les impôts en Normandie. Et il rédige à cette occasion une notice pour les usagers de la calculatrice. Il dit c'est une petite machine de mon invention par le moyen de laquelle tu pourras, sans peine quelconque, faire toutes les opérations de l'arithmétique et te soulager du travail qui t'a souvent fatigué l'esprit quand tu as œuvré par le jeton. Si tous les enfants étaient comme ça. Ah oui, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il met en garde l'usager contre les contrefaçons. Il en a vu une d'un horloger de Rouen qui n'a rien compris, dit-il, à son concept. Et il dit que l'aspect de ce petit avorton me déplut au plus haut point. Voilà. Blaise Pascal, c'est aussi un homme du monde qui fréquente les salons mondains, qui admire la brillance de ces gens avec qui il a des discussions passionnées, notamment sur la foi. C'est pour eux qu'il mettra au point le fameux pari pascalien, où il les engage à miser sur l'existence de Dieu plutôt que sa non-existence, en leur disant « vous avez tout à gagner et rien à perdre ». C'est aussi un converti qui rencontre le Dieu d'Abraham, de Jacob, et non le Dieu des philosophes, comme il l'écrit dans son pourpoint, on retrouvera ce petit mot après sa mort. C'est ce qu'on appelle la nuit de feu, voilà, le 23 novembre 1654. Et c'est ensuite un polémiste redoutable qui, à l'âge de 23 ans, s'engage dans la bataille des provinciales, ces lettres anonymes qui circulent partout en France, comme des mazarinades, et que l'État va chercher à arrêter, parce que dans ces lettres, eh bien, l'auteur, qui est en fait Blaise Pascal, attaque le laxisme des jésuites. Le confesseur du roi est un jésuite. Laxisme des jésuites qui, en fait, qui sacrifient la vérité, estime Pascal, à leurs ambitions politiques et leurs arrangements mondains. Et donc, voilà, c'est là qu'il prend la défense de l'abbaye de Port-Royal et du courant janséniste, qui, par rapport à ces petits arrangements avec la foi, font office d'une foi prise au sérieux et pure. C'est aussi un entrepreneur inlassable. Après avoir tenté d'assécher les marais poitevins, il lance le premier réseau de transport en commun dans Paris, les carrosses à 5 sols, avec 2 amis. Et avec l'assentiment du roi, il destine ces carrosses à toutes les catégories sociales qui existent. Mais le Parlement de Paris fait casser cela parce que cela pourrait importuner les gens de mérite. Et donc, le Parlement de Paris interdit l'accès de ces carrosses à 5 sols aux gens du peuple, laquais, soldats, pages et autres gens de livrée. Voilà. Et c'est enfin, évidemment, l'écrivain et le philosophe immense que nous connaissons par les pensées, ces 800 fragments retrouvés après sa mort, et dans lesquels il livre son avis sur la religion et d'autres sujets avec des formules restées cultes. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et puis celle qu'on nous a resservie pendant le confinement, jusqu'à écœurement, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, de ne point savoir demeurer en repos seul dans une chambre. Mais au-delà de ces punchlines, les pensées sont une référence littéraire et philosophique. Quelle vision de l'homme exprime-t-elle ? Je dirais qu'elles expriment une vision extra-lucide, c'est-à-dire c'est comme si Pascal passait l'homme et la vie au rayon X pour voir ce qu'il en reste une fois qu'on a ôté la patine mondaine et les faux semblants. Les pensées regorgent de formules à la fois terribles et mordantes. Je vous en donne une. Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Voilà. Alors Pascal se situe en fait entre Épictète, ce stoïcien qui prône la grandeur de l'homme mais sans voir sa petitesse, et Montaigne qui au contraire est sceptique et rabaisse toute chose humaine en voyant leur inconsistance. Pascal, lui, se situe entre les deux. Il voit l'homme à la fois comme un monstre incompréhensible et comme un roi dépossédé. Pourquoi dépossédé ? Parce qu'en fait, il dit l'homme ne cesse de rêver à un bonheur qu'il n'atteint pas, qu'il ne peut atteindre par lui-même. Et s'il en rêve de ce bonheur, c'est bien qu'il l'a connu. Et c'est
c'est pourquoi, selon lui, seule la religion chrétienne et sa théorie du péché originel rend compte de cette complexité de l'homme qui a connu un état de béatitude au paradis terrestre, qu'il a perdu et qui cherche à le retrouver. Et c'est là, il dit donc que l'homme est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans pouvoir le retrouver, et que par la foi, en fait, c'est la foi et la perspective de la vie éternelle qui porte le regard de l'homme au-delà des limites de la mort et au-delà de l'absurdité apparente de sa condition. Et Pascal s'emporte notamment contre les libertins qui prétendent décourager ceux qui croient à la vie éternelle. Je le cite, ils disent « Prétendent-ils nous avoir bien réjouis de nous expliquer qu'ils tiennent que notre âme n'est qu'un peu de vent et de fumée ?» En fait, pour lui, précisément, l'âme et la vocation éternelle de l'homme fait sa grandeur et lui promet le bonheur par-delà la mort. Alors vous évoquiez tout à l'heure les carrosses à 5 sols, qui est une sorte d'invention démocratique de Pascal. Est-ce qu'on peut dire que c'est un démocrate avant l'heure, Pascal? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, mais en tout cas, c'est un monarchiste sans illusion. C'est-à-dire que, en fait, il dit que la royauté est un mal nécessaire. En gros, d'abord, il présente la royauté comme une absurdité apparente. Pourquoi confier à l'homme le mieux né la conduite d'un navire? Il dit dans La Tempête, c'est pas à celui qui est la plus grande maison qu'on va demander de sauver la vie des autres. Et pourtant, si l'on se met à récompenser et à estimer ceux qu'on pense de plus grand mérite que les autres, tous vont essayer de montrer qu'ils ont un plus grand mérite que les autres, et c'est la guerre civile assurée. Or, la guerre civile, c'est le mal absolu, donc il vaut mieux un roi, fût-il limité, bête. L'important, c'est qu'il soit respecté, bien conseillé et qu'on essaie de l'éduquer. Alors lui-même, Pascal, va tenter d'éduquer le fils du duc de Luynes. Il écrit notamment les 3 discours sur la condition des grands, texte merveilleux, où il essaie de faire prendre conscience à ce jeune noble qu'en fait, il n'est pas de nature différente des autres. Et je le cite, « Je veux vous faire connaître, monsieur, votre condition véritable, car c'est la chose du monde que les personnes de votre sorte ignorent le plus. » En gros, vous pensez que vous êtes d'une autre nature que les autres, mais non. Pour que la société fonctionne, il faut des nobles, il faut qu'ils soient respectés, mais il faut que ces nobles sachent, en fait, que ce sont des grandeurs d'établissement. Vous êtes né noble par hasard, mais ce ne sont pas des grandeurs naturelles. Les grandeurs naturelles, ce sont la noblesse d'âme, le caractère, le courage, etc. Et du coup, on a là, dans ce discours de la condition des grands, un bijou de philosophie réaliste, en fait, qui consiste à remettre chacun à sa place face à la vérité. Et alors, je vous le cite, il lui dit « Si, étant duc et père, vous ne vous contentiez pas que je me tinsse découvert devant vous et que vous voulussiez encore que je vous estimasse, je vous prierai de me montrer les qualités qui méritent mon estime. » Et en fait, voilà, Pascal renvoyait chacun à sa condition réelle, et les plus puissants princes de la terre qui se seraient crus de nature supérieure aux autres, au terminus des prétentieux. Merci beaucoup Isabelle Schmitz. Je rappelle ce très beau Figaro hors série, Blaise Pascal, Le cœur et la raison, que vous pouvez trouver en kiosque. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous conseiller l'exposition Normand, migrants, conquérants, innovateurs au musée Beauvoisine et au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 13 août. L'occasion de mettre en avant les relations entre Normands et le reste de l'Europe jusqu'en Sicile, entre le 9e et le 12e siècle. Et puisqu'on parle de musée, n'oubliez pas de réserver votre soirée du 13 mai pour la 19e nuit européenne des musées qui se déroulera toujours en partenariat avec Histoire TV. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud.